Formidable. Eh ben, bonjour à tous. Hop, je vais juste pousser ça. Parle un peu plus fort quand même. Il faut que je parle plus fort. Un peu plus fort, ok. D'abord, je voulais remercier Karim Basbous et Olivier Gaillinet et la Société française d'architectes dans leur ensemble de m'avoir proposé cette invitation. Parce que moi, je ne suis pas universitaire, je suis juste un jeune architecte professionnel HMONP, comme on dit maintenant. Donc effectivement, j'ai monté ma boîte il n'y a pas longtemps, mais bon, là, entre Yann Kersalé et Gilles Clément, voilà, du coup, je veux dire, la SFA, il propose quand même, voilà, c'est un peu innovant, quoi, parce que du coup, c'est une première pour moi. Je vais essayer de ne pas parler trop vite et de ne pas rester accroché à mes notes pour vous parler aujourd'hui des APUI. C'est les appels à projets urbains innovants. C'est un sujet brûlant d'actualité. Alors, effectivement, si je suis devant vous, c'est surtout parce que j'ai créé, il y a à peu près un an, un concours parodique qui s'appelait Réinventer Pourri, qui jouait sur l'homophonie avec Réinventer Paris, qui a été le premier APUI du nom et qui a été lancé en 2015. Donc on a lancé Réinventer Pourri le 1er avril 2017, ça ne s'invente pas, afin de surfer sur la rampe de lancement médiatique de Réinventer Paris 2, qui était reparti à peu près dans les mêmes dispositions que Réinventer Paris 1, et afin de créer un débat, une espèce de voix dissonante au milieu du concert de louanges médiatiques qui accompagne généralement le lancement de ce genre de procédure. En fait, on a lancé ce débat surtout sur Internet essentiellement, parce que donc c'est un autre espace public qui compte quasiment autant que celui qui nous intéresse aujourd'hui, Internet. Et on a fait ce qu'on a appelé la troll de guerre, à partir de petites images de plus ou moins bon goût, plutôt de mauvais goût. Mais ça a marché, ça a créé une émulation. On a eu 1300 followers, des dizaines de milliers de likes, et finalement une vraie trentaine de contributions à un concours qui proclamait: là non plus, on ne sera pas payé, mais au moins, on va se marrer. Alors, ça, je vous montre juste quelques planches. Ça, c'est la planche qu'a gagnée, qui proposait, qui avait analysé de manière très fine, qui avait une parcelle qui était vraiment sous-densitaire à Paris, qui était le Père-Lachaise, où il y avait juste 2000 m², et avec une taxe sur les bégonias qui proposait de loger des migrants. Ensuite, c'est vrai que sous Fujimoto, Emmanuel Rajdi proposait d'installer 1000 arbres au-dessus du périphérique vers Pershing. Et donc là, ils ont calculé, il y a des concurrents qui sont amusés à calculer combien d'arbres on pourrait planter sur le périphérique, c'est très amusant. Donc c'est 312 854. Et donc ça, c'était des partenariats publics-privés d'un nouveau genre, et des candidats qui proposaient Notre-Dame de Paris-Bas, le Bois de Vinci, le cimetière du Père-Lafarge, enfin voilà. Donc en fait, c'est pour vous réveiller un peu sur la digestion, là je pense que c'est pas mal. Donc en fait, ce que ça a mis surtout en valeur, si ça a marché, si ça a créé une émulation, que c'est sorti du cercle de la blague, c'est que ça met en valeur une inquiétude commune, voire un certain agacement chez les architectes de notre génération, mais aussi un peu au-delà. Hein. Et on va voir que cet agacement il se cristallise autour de thématiques qui sont redondantes, comme la végétalisation, le rôle du privé, le rôle de la communication, etc. Et en fait, effectivement, il y a quand même une absence de bilan qui a été faite sur ce genre de procédure. C'est-à-dire que, alors qu'on touche un domaine qui est quand même déclaré d'intérêt général depuis 1977, on aurait pu appliquer le fameux principe de précaution. C'est-à-dire que quand on veut innover, on fait des nouveaux types de procédures, on peut attendre d'avoir un bilan concret, qualitatif. Sauf qu'en fait, non. Là, en l'occurrence, le seul débat public, mis à part donc, celui qui a été organisé suite à Réinventer Pourri, qu'on a fait à la Colonie avec Frédéric Bonnet, bon, que je ne présente pas à Grand Prix de l'urbanisme, etc. Catherine Sabat des Échos qui animait la table ronde, Eric Escande, directeur de l'innovation chez Alto Ingénierie, et Marion Weller qui a remplacé Jean-Louis Missica, le grand concepteur de Réinventer Paris, au dernier moment, et qui travaille à la mairie de Paris aussi, pardon. Donc effectivement, à part un bilan qui a été fait en mars 2018 par deux agences de conseil en territoire qui s'appellent Le Sens de la Ville et Parties Prenantes, il faut quand même le noter, ils ont fait une espèce de bilan bénévole sur Inventons la métropole du Grand Paris, qui est un autre APUI à plus grande échelle. Et les chiffres que je vais utiliser aujourd'hui sont beaucoup issus de ces retours prospectifs. Ils ont livré leurs données brutes, c'est très intéressant, je vous invite à aller le voir. Alors ce débat il est d'autant plus urgent que ces appuis, ils prolifèrent à tout type d'échelle, sur des territoires variés. Imaginez Angers, Inventons la métropole du Grand Paris, je viens d'en parler, Réinventer la Seine, et ils concernent même l'espace public. C'est-à-dire qu'on a faire design urbain, réinventons nos places, etc. Et on voit que le lancement spectaculaire, si on n'attend pas de bilan, c'est que le lancement spectaculaire d'une opération, aujourd'hui, il devient plus important que le travail en lui-même. C'est vrai que le travail d'architecture,
il occasionne un lot de désillusions et de contrariétés qui ont toujours le bon goût de ne pas apparaître sur les perspectives de concours. Donc je vous propose de regarder un peu comment en fait, ces procédures proposent de réinventer la cession de foncier en proposant une espèce d'étrange recette qui va conduire à remplacer le génie du lieu par l'air du temps. Et finalement, deux effets pervers de ce type d'appel à projet qui sont la fragmentation de la politique urbaine et un nouveau vecteur de la gentrification. Je parle vite là. Alors tout d'abord, les procédures réinventées elles consistent surtout, les APUI, à vendre des terrains publics. Ce sont des procédures de cession de foncier. Alors à ça, il y a deux originalités, c'est-à-dire qu'on cède plusieurs parcelles en même temps, on n'en vend plus une seule, et surtout, on ne la vend plus au plus offrant, mais au plus innovant. Alors, il y a deux avantages pour l'acteur public qui fait ça. C'est que, d'abord, il mutualise des frais administratifs, il vend en gros ses parcelles, donc il mutualise les notaires, les AMO, etc. Et surtout, il donne de la visibilité à l'opération. Et en fait, ça permet de passer donc, de quelque chose qui est un peu vaguement technocratique, une cession de foncier, c'est jamais très rock'n'roll, à voilà, une démonstration d'architecture qui se contemple sur tapis rouge, en général au pavillon de l'Arsenal. Donc il y a une carte blanche programmatique pour les équipes, et ça va occasionner le déplacement. En fait, les équipes, elles ont pour objectif, comme c'est un concours, un appel à projet innovant, de créer leur programme. Et donc, ça occasionne le déplacement, c'est-à-dire que le promoteur, il a en charge de constituer des groupements et il devient le centre d'un dispositif en étoile qui réunit des usagers, des futurs utilisateurs, des concepteurs, des AMO, etc. En fait, il devient ce qu'on appelle un ensemblier, qui est à la source du projet et de son programme. Et ce nouveau rôle d'ensemblier, il peut sembler positif sur des petites parcelles, comme Réinventer Paris 1, ça proposait des petites parcelles. Parce que là, c'est vrai qu'en engageant des utilisateurs très tôt, on peut imaginer des configurations programmatiques qui sont intéressantes. Par contre, ça prend une toute autre connotation dès qu'on est sur des parcelles qui sont plus grandes. Par exemple, imaginons la métropole du Grand Paris, on a des surfaces de parcelles qui font 4 hectares environ. Ce qui est énorme. Parce que là, en fait, ces nouveaux groupements, ils se trouvent en concurrence avec les aménageurs. Et donc, sauf qu'ils ne répondent pas aux mêmes obligations que les aménageurs privés. En fait, les aménageurs, ils se trouvent désintermédiés. Et cette désintermédiation, c'est une raison du développement rapide et exponentiel des appels à projets urbains innovants. Parce qu'il y a beaucoup de décideurs qui ont en tête cette vieille lune libérale qui prétend que les entreprises privées, guidées par le marché et sa main invisible, elles pourraient résoudre des équations qui semblent insolubles par le secteur public. C'est une nouvelle version du Better, Faster, Stronger des Daft Punk. Ces nouveaux groupements, ils seraient donc plus innovants, plus rapides, et ils offriraient des réponses plus variées que le secteur public. Mais en fait, ces appels à projets urbains innovants, ils sont surtout une tentative de plus de financer une action publique en creux, sans toucher au budget de fonctionnement et sans toucher au budget d'investissement. Réinventer Paris 1, par exemple, a permis de récupérer 600 millions d'euros sur la vente de foncier public. Sauf que les offres les mieux disantes se chiffraient à environ 1 milliard d'euros. C'est-à-dire qu'on concède 400 millions d'euros sur des critères qui sont des critères d'innovation. On essaye comme ça d'imposer, c'est le bras de lever de la négociation, d'imposer une politique, de diriger une politique en négatif. Sauf que, imaginez faire de la politique en creux, ce n'est pas une idée nouvelle. Hein. Des crédits d'impôt au fameux PPP, partenariat public-privé, et contrairement à l'idéologie dominante qui confond rationalité et raison économique, en creux, ce n'est pas neutre. C'est par ce biais, par exemple, que LVMH a fait peser 80% du coût de la fondation Vuitton sur l'État, en crédit d'impôt, soit 610 millions d'euros. La puissance, elle a donc mis objectivement plus d'argent sur une fondation privée située dans un arrondissement chic de la ville de Paris, plutôt que sur le programme le plus ambitieux culturellement. Alors je ne défends pas Jean Nouvel en l'occurrence, hein, mais quand même, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu finir son bâtiment, parce que l'État n'a mis que 530 millions d'euros, alors que c'était un programme culturel ambitieux, limitrophe avec la Seine-Saint-Denis, etc. Donc ce que je veux exprimer par là, c'est que quand on veut conduire une politique publique et qu'on se prive des pédales et de volant, en général, on va dans le mur. Alors, hop.
On va voir du coup quelle est l'étrange recette que nous proposent ces appels à projets, urbains innovants. Alors le principe premier de la procédure, c'est de faire porter l'innovation par un promoteur. Alors ça pourrait être une illustration de miser sur le mauvais cheval. En fait, le promoteur, traditionnellement, il se place entre une banque qui le rassure et un marché potentiel qu'il doit sonder et capter. En fait, il a en charge la réalisation concrète d'une opération dans un milieu qui est déjà extrêmement risqué. Il faut savoir que l'architecture, c'est le seul domaine du design où on livre le prototype. Donc, ce n'est pas sa faute, c'est que culturellement, un promoteur, lui, doit sortir une opération dans un environnement qui est déjà très risqué. Donc lui, c'est l'encadrement des risques. En plus, c'est une entreprise privée, et il faut savoir que dans un bilan promoteur, la rémunération des équipes de vente et de publicité, elle est toujours supérieure à celle des équipes de conception. Ça permet de garder en tête la hiérarchie réelle entre la matière grise et les billets verts. Donc on a aussi les vieux singes, parce que la culture du risque, ça c'est un constat quand on voit les lauréats qui s'égrènent au fur et à mesure des procédures. En fait, la culture du risque, elle ne concerne pas les élus. Et en fait, on voit généralement revenir toujours les mêmes visages de la commande privée. Les rockstars qu'on voit aux quatre coins de l'Hexagone et qui exercent dans les grandes ZAC. Et si c'est vrai que sur Réinventer Paris 1, il y a un tiers seulement des parcelles qui avaient été remportées, par exemple, par des gros promoteurs comme Pichet, Bouygues, Vinci, etc. On voit que le rattrapage il se fait immédiatement sur, imaginons, la métropole du Grand Paris, où là, il y a plus de 2 tiers des parcelles qui sont remportées. Ce n'est pas des vieux singes qui ont fait des grimaces. Mais en l'occurrence, on ne peut pas en vouloir à nos élus, parce que Xavier Niel, par exemple, qui a fait du jeunisme communicationnel, j'allais dire une spécialité maison. Lui, il a choisi Jean-Michel Villemotte, qui n'est quand même pas un jeune premier notoire, pour faire la Station F, qui est son incubateur de start-up. Ensuite, il y a un tempo infernal. C'est vrai que la volonté de raccourcir les délais, c'est un handicap supplémentaire dans ces appels à projets urbains innovants. Parce que le temps de chantier, il est toujours plus ou moins incompressible. Donc le rabotage des délais, il se fait toujours au détriment du temps d'étude. Et donc du temps de rendu des concours. En plus, la rémunération, comme on n'est pas dans un marché public, elle n'est pas encadrée. Donc en fait, c'est au bon vouloir des promoteurs qui dirigent les groupements. Donc au bon vouloir, ça veut dire probablement quelque part entre 0 et le minimum, mais ça non plus on ne peut pas l'en vouloir, parce que qui va investir dans un diagnostic très fin sur un foncier qu'il n'est pas sûr de maîtriser? Sachant qu'en plus, il y a déjà une grande partie du budget qui est consommé par les graphistes et les perspectivistes pour formaliser les dossiers de rendu. Et ensuite, là, il y a une situation unique, c'est que la nature même des appels à projets urbains innovants, elle complique l'expression de l'intérêt général par la collectivité. En fait, les groupements, ils doivent être force de proposition, ils ont une carte blanche sur le programme. Sinon, automatiquement, c'est requalifié en maîtrise d'ouvrage public ou en concession d'aménagement classique. Donc ça perd son intérêt. Donc les besoins, ils n'apparaissent qu'en filigrane, dans des études préalables et des documents de planification qui sont annexés au cahier des charges. Et donc là, on a une situation où les élus qui représentent démocratiquement les territoires concernés, ils se privent volontairement de formaliser une commande claire et d'orienter les équipes. Alors ça, cette nouvelle recette, si vous voulez, elle est bel et bien innovante. Mais comme les ingrédients ne sont pas forcément les bons, le résultat n'est pas tout à fait à la hauteur des espérances. En plus, j'aime bien Souchon et Woolsey, c'est dur pour eux, mais bon, j'ai cédé là. Donc on a, si vous voulez, dans un temps d'études compressé, peu valorisé, les candidats, c'est-à-dire nous les architectes, on doit surinterpréter une commande publique. Alors dans ce cadre, comment est-ce qu'on peut faire primer le fond sur la forme ? Les équipes, elles appliquent donc une grille de lecture classique et elles empruntent la pente naturelle des idées à la mode dans l'air du temps. Donc de manière automatique, on substitue l'air du temps au genius loci, le génie du lieu. Donc le contour de cet air du temps, il semble se définir, au vu des résultats, entre 3 pôles, qui sont les startups, les collectifs, qui sont systématiquement représentés dans les équipes lauréates, et la végétalisation. Donc, les startups, c'est vrai que ça peut sembler une bonne idée de leur offrir une plateforme de développement. Mais en fait, l'analyse des chiffres, elle prouve que loin de la Startup Nation qu'on nous vend aujourd'hui au plus haut sommet de l'État, on est plutôt au stade loi de la jungle, parce qu'en fait, c'est le darwinisme entrepreneurial total. Il faut savoir qu'il y a 90% des projets de startup qui disparaissent avant la fin de leur première année d'existence. Alors aujourd'hui, vous savez que dans le cadre d'un projet d'urbanisme, on demande aux utilisateurs de s'engager sur des horizons à 5, 6 ans, c'est le temps de sortir le projet. Donc comment, dans ce cadre-là, travailler avec des acteurs comme ça, si ce n'est en faisant des espaces qui sont génériques pour pouvoir pallier éventuellement à leurs défaillances.
Les deuxièmes petits nouveaux qui sont mis un peu au premier rang, c'est les collectifs. Donc les collectifs, eux, ils ont une espèce d'énergie sympathique qui est basée sur le bénévolat et les subventions culturelles publiques, et ils sont en charge de l'urbanisme temporaire, c'est-à-dire qu'ils viennent avant, ils préfigurent les usages avant une opération lourde en général. Sauf que quand apparaissent les premières grues, le mobilier en palette et les bonnes intentions, elles ne pèsent pas lourd à déplacer. Et on ne voit pas bien, si vous voulez, dans le rendu, quel est le rouage essentiel qui fait que, à part une valorisation du foncier par sa mise en visibilité, c'est-à-dire, en gros, pour le dire prosaïquement, c'est, mis à part l'intérêt de choisir ses squatteurs et d'externaliser des coûts de gestion du foncier pendant la période transitoire où il n'y a pas encore le projet immobilier. Non mais en fait, c'est parce que c'est un peu triste parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans ces choses-là qui remplacent probablement un défaut du public, des services publics, et il y a une illusion de démocratie participative. Mais il manque ce petit rouage qui fait que ça va influencer le programme immobilier qui va venir. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que malgré ce discours sur le programme et la valeur d'usage, il y a, imaginons la métropole du Grand Paris par exemple, il y a plus de 50% des surfaces hors logement qui sont prévues en blanc. C'est-à-dire que, alors qu'on a l'impression que c'est un concours de programmation, il y a des kilomètres carrés qui sont la rencontre entre une spéculation intellectuelle et une spéculation immobilière. Ensuite, ça c'est peut-être le plus flagrant, là je ne triche pas, j'ai tapé réinventer Paris dans Google, c'est la végétalisation. C'est-à-dire que ça c'est incroyable, c'est-à-dire que les images sont dans le bon ordre, on assiste à quelque chose qui est un greenwashing quasiment littéral, des kilomètres carrés de pixels verts, là cette fois-ci. On a une végétalisation en plus qui est cette fois-ci imbriquée au processus de conception du bâtiment. C'est-à-dire qu'on peut se poser, peut-être qu'avec Gilles Clément on aura l'occasion d'en parler, mais le bénéfice réel d'avoir un arbre sur une toiture ou sur un balcon, est-ce que ça vaut, en bilan en énergie grise, en analyse de cycle de vie global, est-ce que ça vaut toutes les suggestions d'étanchéité, les renforts de structure, les questions d'entretien à long terme? En fait, c'est un peu ce qu'on peut appeler le verre à moitié vide. Et en plus, alors évidemment, personne n'est contre la végétalisation. Et en fait, là où ça pose vraiment problème, et qu'on voit que ce sont des artifices de communication, c'est que l'ironie, c'est qu'on n'arrive plus à imaginer 4 mètres carrés de coworking sans avoir un potager quelque part. Et par contre, ces appels à projets urbains innovants, ils contribuent à un vrai problème qui est la déprise agricole. Et l'artificialisation des sols à la périphérie de nos métropoles. Par exemple ici, c'est un site d'Imaginons, la métropole du Grand Paris, où on propose un super complexe aquatique avec la plus grande vague de surf du monde, je crois, mais sur 32 hectares de terrain agricole. Donc en fait ici, les potagers sur le toit, ça pourrait être, si vous voulez, l'équivalent agricole de ce que le bonsaï était la sylviculture. Hein. C'est une torture raffinée pour CSP+, en manque de chlorophylle. Et donc, si le paysage en plus était une telle obsession de nos élus, pourquoi est-ce qu'à Paris, dans le 11e arrondissement, le jardin Truyot, qui sont quand même 5000 m² de nouvel espace public, juste à côté de notre agence en plus, je vous invite à aller le voir, on a quelque chose qui est traité en régie, sans mise en concurrence, avec une banalité de traitement extrême. Alors ça, c'est un jardin qui est tellement innovant parce qu'on y trouve un verger, alors on ne le voit pas bien, mais qui est constitué d'arbres fruitiers. Ça, c'est vraiment... Et ça, c'est la planche de rendu et de communication. Hein. Là, on est loin des rendus de réinventer de Paris avec des... Voilà. Donc, en fait, c'est qu'ici, la végétalisation aussi, c'est un alibi. Une salade pour digérer le plat. Et ça renvoie à ce que Frank Lloyd Wright disait, si un projet est loupé, le seul conseil qu'on peut donner à son client, c'est de faire pousser de la vigne sur la façade. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule façade qui est épargnée, et ça laisse donc le doute planer sur ce qui se trouve derrière. Et alors là, ce qui est étonnant, c'est que ce qui n'est pas vert, et c'est blanc, transparent ou réfléchissant. Donc en fait, on peut voir quand même probablement une peur manifeste de la matérialité, hein, de la part des élus probablement, des concepteurs, enfin de nous, hein, qui n'avons pas le temps de mettre au point des façades cohérentes. En fait, on est un peu dans cacher ce réel que je ne saurais voir. Et donc, on peut se poser la question d'une innovation qui est en fait une homogénéisation. Parce que ces idées, elles sont tellement révolutionnaires qu'elles sont toutes identiques. Imaginons la métropole du Grand Paris, il y a 40% des candidats qui abordaient la question du réemploi, 60% qui proposaient de l'agriculture urbaine, et toutes, elles intégraient des tiers-lieux. Coworking, Fab Lab, urbanisme transitoire, etc. Donc tant de cerveaux disponibles pour aboutir au même résultat, ça peut laisser quand même un peu vaguement pantois. Et on est devant une conclusion paradoxale, plus on veut innover, plus on finit par se ressembler. Au risque de sous-estimer
les spécificités de chaque site. Donc là, je suis déjà un peu en retard. C'est les lauréats de différentes procédures. Donc là, je voulais vous faire un petit quiz. Est-ce que c'est à Angers, à Paris, à Nogent? Bon, ça c'est à Angers, je vous aide. Ça c'est à Paris. Ça c'est à Angers aussi. Ah, ça c'est à Nogent. Ça c'est à Paris, mais c'est facile. Mais il y a beaucoup de monde. Et ça c'est au Kremlin-Bicêtre. Ouais, c'est un piège. Et du coup, et donc derrière cette innovation de façade, ce qu'on va retrouver, c'est en fait cet urbanisme typique de l'époque, qui sont les macrolots. Les macrolots, c'est ce que Jacques Lucan avait défini parfaitement comme la pensée unique de l'urbanisme contemporain. Donc on va trouver des plots, des barres fragmentées, des fonctions mélangées qui sont donc difficilement mutables, des typologies de logements mono-orientés, des surfaces contraintes, une rentabilité maximale des noyaux de desserte. En fait, c'est toujours cette même ville que... Hop, excusez-moi. Oui. Je me perds. C'est toujours cette même ville qui est produite sur la base de la rentabilité locative et que vous pouvez acheter chez votre banquier sur plan masse. Et seuls les typos d'attic et de rez-de-chaussée, en général, elles intéressent les primo-occupants. L'innovation, elle a consisté surtout à déplacer la question du coût de façade sur la végétalisation et à renommer les programmes en anglais. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on est passé du bureau au coworking, de l'atelier au Fab Lab et des logements trop petits au mini-loft. Alors... J'aurais dû montrer ça avant, c'est pas grave. Donc ça occasionne... On peut revoir les macrolos juste avant ? Oui, c'est un très bon jeu de mots. La pêche au macrolo, c'est excellent. C'est bon ? Donc en fait, au-delà de cette homogénéisation qui est un peu symptomatique, mais en soi qui n'est pas très grave, il y a deux effets pervers qui sont inhérents aux appels à projets urbains innovants, si on dézoome un petit peu, qui posent des questions sur leur développement absolument spectaculaire. D'abord, c'est la fragmentation de la politique publique. En fait, la simultanéité des procédures et des jurys sur les différentes parcelles, on a vu que c'était une des spécificités, elle empêche le public d'avoir une vision globale. En fait, il n'y a pas de mutualisation, il n'y a pas d'inflexion possible au sein d'un même appel à projet, du fait de la simultanéité, sur les différentes entités programmatiques. Donc par exemple, s'il y a un jury qui décide qu'un Fab Lab c'est bien sur un endroit, c'est vrai qu'un Fab Lab c'est bien un endroit, mais c'est pas forcément bien 2 km plus loin, et en fait ça conduit à faire de la métropole un grand 11e arrondissement, et on voit pas bien l'intérêt. Parce qu'une compilation de bonnes idées, ce n'est jamais un substitut à une politique cohérente publique d'aménagement. En fait, cette fragmentation de la vision, elle empêche même l'intelligence urbaine, et elle concerne l'espace public, parce que on a vu que Réinventer Paris 1 a permis de récupérer 600 millions d'euros, mais qu'il y avait 400 millions de manque à gagner. Et on se demande, en même temps que Réinventer Paris 1, il y avait Réinventons nos places, qui est une autre procédure à peu près sur les mêmes critères, mais avec des spécificités un peu différentes, mais qui proposait 30 millions d'euros pour réinventer 7 places majeures de l'espace parisien, Bastille, Nation, Italie, etc. Là où 30 millions d'euros pour ces 7 places, sachant que la place de la République, ça a coûté 24 millions d'euros. Donc on se demande si quelques carottes et quelques espaces de coworking en moins dans Réinventer Paris 1 n'auraient pas pu permettre d'alimenter le budget de cette enveloppe d'espace public. En fait, en allant un petit peu plus loin que cette fragmentation, elle aboutit en fait à la création d'archipels urbains qui sont indépendants et autonomes, autocentrés, voire concurrentiels. En fait, ces morceaux de ville, ils ne sont plus au service d'un territoire et d'un état existant. Ça devient une fin en soi. Ils s'entourent de plein de gadgets, de concepts marketing qui dans l'air du temps, et qui visent à attirer les classes moyennes et supérieures, afin de faire des lieux cool, un peu différents, etc. En fait, c'est la continuation des théories des creative classes de Richard Florida, qui visent à gentrifier des endroits en attirant des jeunes pionniers pour attirer des classes supérieures qui vont générer des taxes et des impôts. Donc on a un urbanisme qui n'est plus au service d'une politique publique, mais qui devient un outil pour générer de la valeur. Ce renversement logique, il prolonge et il accentue un phénomène bien connu qui est la gentrification. En fait, on pourrait se demander si c'est bien d'exporter cette gentrification à la métropole. Là, vous avez en bleu les classes, c'est en 30 ans, 1982-2013. C'est un phénomène parisien. Du coup, là, on a les classes supérieures qui ont doublé et les employés, les ouvriers qui ont divisé par 2. Donc, est-ce qu'une politique urbaine démocratique, ça ne devrait pas réguler, être contracyclique, et plutôt qu'accentuer des phénomènes dommageables ? En fait, en conclusion,
je dirais que de toute façon, les appels à projets urbains innovants sont en cours et que seul le temps nous dira si ces procédures font des villes viables et enviables. Ce sont toujours les architectes qui ont tort et la vie qui a raison. Mais on peut essayer au moins de contrecarrer dès aujourd'hui deux effets pervers prévisibles que sont la fragmentation et la gentrification. Pour cela, il est nécessaire de réengager les pouvoirs publics dans la question urbaine sur 3 points minima. Contrôler la qualité des procédures qui sont déjà parties, parce que sinon on a fait une spéculation immobilière au rabais en concédant des critères d'innovation. Donc il faut suivre les projets en cours, les pouvoirs publics doivent suivre les projets en cours pour vérifier que la végétalisation, tout ça soit bien mis en place pour qu'au moins ça corresponde à ce qui était promis. Ensuite, pour les appels à projets qui vont venir, il faut que le public soit à la source de la commande et du programme pour exprimer les besoins du territoire. Ça, c'est leur rôle démocratique et ils doivent s'en ressaisir. Et aussi, les pouvoirs publics doivent prendre une part du risque. Parce que les travaux les plus récents sur l'innovation, de Mariana Mazzucato à Bill Janaway, ils montrent que l'État a tout son rôle à jouer dans l'innovation. En fait, le GPS, Internet, la batterie lithium et l'écran tactile, tout ça, ça a permis de donner l'iPhone au final, parce que tout ça, c'est issu de financement public sur du long terme et bien en amont. On peut faire l'analogie avec la construction. Par exemple, en France, dans les opérations de logement de ces 60 dernières années, parmi les plus innovantes, les plus complexes, etc., il y en a beaucoup qui sont liées au secteur public en général et au logement social en particulier. Et parce que le public, s'il donne le tempo, les phases APS, APD, etc., ça vient de la loi MOP, ça donne aussi le là, qui est le niveau d'exigence, et ça tire l'ensemble de la production vers le haut. Ça peut donner quelques frissons quand on songe au contenu de la loi Elan, qui est en train d'être promulguée en ce moment, qui propose de revenir sur le principe des concours pour les logements sociaux. Donc finalement, une des manières de sortir par le haut, ça serait d'organiser ces appels à projets innovants sous la forme de concours thématisés, en cohérence avec des politiques publiques de développement en parallèle. Et finalement, on ne serait pas très éloigné des fameuses International Baustellung, IBA, qui en Allemagne développent depuis plus d'un siècle des partenariats publics-privés qui sont un peu plus innovants que ceux qu'on voit apparaître ici. Donc il est aussi urgent de prêter attention aux conditions dans lesquelles sont mis les concepteurs et les bâtisseurs qui font la ville de demain. La culture du bâtiment est une culture du temps long, liée à une tradition constructive et à des savoir-faire. Si les systèmes, les produits utilisés évoluent progressivement, on est encore assez loin du fantasme de l'industrialisation, de la révolution BIM. Et il y a toujours autant d'ouvriers sur les chantiers aujourd'hui que dans les années 50. Tous les professionnels savent que dans le domaine de la construction, faire bien ou dans les règles de l'art, c'est un combat quotidien. Bien loin des promesses d'innovation de rupture voulues par nos décideurs, on parlera donc plutôt d'une innovation incrémentale qui engage progressivement toute la société sans occasionner de destruction créatrice. Cette destruction créatrice ne profite jamais à personne, ou plus exactement, toujours aux mêmes. Cette innovation lente, elle existe et elle s'impose progressivement. Il faut avoir habité dans les logements conçus dans les années 50 pour voir combien les normes d'acoustique et d'isolation ont progressé. Cette culture du temps long, certains l'appelaient il y a bien longtemps la recherche patiente, et elle est plus que jamais d'actualité. Voilà, je vous remercie.